C'est le temps de Territoire Sénat. Nous allons nous intéresser à l'actualité politique et parlementaire avec Saveria Rojek. Bonjour Saveria et les titres de cette actualité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le congrès de l'ADF, l'Assemblée des départements de France. Il se poursuit à Rennes. Deux ministres, Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu, sont attendus aujourd'hui. Objectif, rétablir des liens entre État et collectivités après des mois de tension. À une semaine de la mobilisation des Gilets jaunes le 17 novembre, faut-il craindre une très forte mobilisation et même des affrontements? C'est ce que redoute le président du Sénat, Gérard Larcher. Vous l'entendrez dans cette édition. Les millions manquants du budget des armées, alors que s'ouvre dimanche le Forum pour la paix, le ministère des Armées devra assumer seul l'écart entre les provisions budgétaires et le coût réel des opérations extérieures, les OPEX. On en parle avec mon invité, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Christian Cambon. Le congrès de l'ADF se poursuit à Rennes. Jacqueline Gourault, Sébastien Lecornu sont attendus aujourd'hui. Objectif, rétablir des liens. Après des mois de tension, les départements, eux, veulent des actes du gouvernement. Fabien Riquer. François Baroin pour les maires, Hervé Morin pour les régions, Dominique Bussereau pour les départements. L'union sacrée des territoires a été scellée à Rennes. Je pense que c'est une première et que cette première est importante et qu'elle est nécessaire justement pour engager un dialogue constructif avec le gouvernement. Une solidarité entre élus nourrie par des griefs communs, de Balance ton maire à la question des finances locales ou aux allocations de solidarité. En général, l'État jouait la division entre les collectivités. Cette fois-ci, il a tellement su exaspérer tout le monde qu'il a réuni tout le monde. Et toute couleur politique. Ce qui est quand même une première depuis 1982. Alors que la cote de popularité d'Emmanuel Macron fléchit dans tous les sondages, les élus locaux paraissent soudain en position de force pour négocier avec l'exécutif. Il faut qu'il change à la fois de méthode, mais surtout d'orientation politique pour justement résoudre les problèmes auxquels il est confronté et dans lesquels il s'est mis lui-même. Attendus aujourd'hui à Rennes, Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu auront fort à faire pour convaincre les élus des départements. Voilà, Jacqueline Gourault, Sébastien Lecornu attendu donc tout à l'heure. Oriane Mancini, vous êtes sur place à Rennes. Vous suivez pour nous ce congrès de l'ADF. Le discours de la ministre de la Cohésion des Territoires, c'est le temps fort de la journée. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce discours ? Eh bien, ce ne sera pas forcément une partie de plaisir pour les deux ministres qui arriveront à Rennes à 10h45 et qui clôtureront ce congrès, mais pas de manière classique, puisqu'avant le discours de Jacqueline Gourault, eh bien, ils débattront tous les deux avec 5 présidents de départements dont nous avons eu les noms hier soir. Il s'agit de Jean-Léonce Dupont du Calvados, de François Durovray de l'Essonne, Nathalie Sarrabezold du Finistère, Brigitte Klinkert du Haut-Rhin et enfin Philippe Grosvalet de la Loire-Atlantique. Et ce débat, il a été voulu par l'ADF, tout d'abord pour montrer que le dialogue est renoué entre les départements et l'exécutif, mais aussi et peut-être surtout pour montrer qu'ils n'acceptent pas les propositions du gouvernement telles quelles, mais qu'ils veulent les discuter. Car les départements, eh bien, ils veulent des actes, du concret, et outre les propositions du gouvernement sur les mineurs non accompagnés ou encore les dépenses de solidarité, les départements ont une ligne rouge sur la réforme de la fiscalité locale. Pas question pour eux que le gouvernement touche à la taxe sur le foncier bâti, ce qui remettrait en cause, disent-ils, leur autonomie fiscale. Et il faut dire que le rapport de force, il s'est clairement inversé ces derniers jours entre les collectivités et l'exécutif. Des élus qui se sont encore affichés unis hier à Rennes. François Baroin, Hervé Morin et Gérard Larcher étaient aux côtés de Dominique Bussereau. Et nous disait hier un président de département, nous n'avons pas beaucoup d'efforts à faire. Avec son attitude et ses propositions, Emmanuel Macron, il réunit contre lui des élus de toutes les collectivités et de tous bords politiques. Malgré tous les efforts du gouvernement, la colère sur la hausse des carburants ne retombe pas. À une semaine de la grande manifestation du 17 novembre, faut-il craindre une très forte mobilisation des Français? Écoutez justement les inquiétudes du président du Sénat, Gérard Larcher. J'espère que ce sera simplement un cri d'alerte, un cri d'angoisse de nos concitoyens. Il n'y a pas d'autre réponse possible que la démocratie. Il faut que le gouvernement écoute, entende. Ça n'est pas se déjuger que d'avoir une part d'écoute et parfois d'humilité.
on peut tous se tromper, y compris moi. Eh bien, il faut accepter de réexaminer ces décisions. Et la décision de l'an dernier s'avère une mauvaise décision. Voilà, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Le Sénat vote la création de l'Agence nationale des territoires, Saveria. Objectif de cette nouvelle structure, aider les collectivités à soutenir des projets particuliers, mais aussi lutter contre la fracture territoriale. Flora Sauvage. Apporter une aide sur mesure aux collectivités locales et lutter contre la fracture territoriale. C'est l'objectif de la future Agence nationale de la cohésion des territoires. Annoncé en grande pompe par le chef de l'État en juillet 2017, lors de la première conférence nationale des territoires, cette nouvelle entité doit aider les collectivités à développer leurs projets en tenant compte de leurs spécificités. Les missions qui lui seront assignées sont vastes. L'agence va conduire des programmes nationaux dans les territoires, accompagner les projets portés par les collectivités et favoriser l'aménagement des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires. Seront intégrés dans le périmètre de l'agence le Commissariat général à l'égalité des territoires, l'établissement public d'aménagement des espaces commerciaux et artisanaux et l'agence du numérique. Les autres opérateurs publics, comme l'ANA, l'ADEME et l'ANRU, sont invités à travailler avec l'agence de cohésion des territoires. Reste à trancher la question des moyens. Les ressources financières de l'agence seront constituées de subventions de l'État, mais aussi de financements participatifs. Une taxe additionnelle sur le tabac pourrait aussi être créée. Voilà, place maintenant à la deuxième interview politique de cette émission, le face-à-face de Saveria dans un instant. À tout de suite. Voilà, c'est l'heure de l'interview politique. C'est Christian Cambron, le sénateur LR du Val-de-Marne, qui est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être arrivé sur ce plateau à l'instant. Bonjour Christian Cambron, vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense ici au Sénat. On l'a appris hier, le ministère des Armées va devoir assumer seul l'écart entre les provisions budgétaires et le coût réel des OPEX, des opérations extérieures. Alors c'est inédit, c'est 800 millions d'euros. Est-ce que c'est un coup de poignard aux armées, comme le dit François Cornu-Gentil ? C'est un très mauvais signe. Si les choses se confirment d'ici la fin de l'année, c'est un très mauvais signe. Pourquoi ? Parce qu'au 1er janvier 2019, on entre en application de la nouvelle LPM, pour laquelle nous sommes, la loi de programmation militaire, qui est censée apporter 200 milliards de crédits supplémentaires aux armées pour les remettre à niveau et leur donner les capacités stratégiques qui leur manquent. Or, si nous terminons l'année 2018 avec 800 millions en moins, ces 800 millions vont d'une manière ou d'une autre être reportés sur l'année 2019. Et donc ça veut dire qu'au lieu de bénéficier immédiatement du 1,7 milliard que le gouvernement avait prévu dès l'année 2019, il faudra en déduire la part qui n'aura pas été financée en 2018. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est un très mauvais signe, c'est totalement contraire à la volonté du président de la République qui à plusieurs reprises a dit que cette loi serait exécutée strictement. Et une nouvelle fois, on peut imaginer que Bercy tente de récupérer d'une main ce qui a été donné par l'autre, et ça, ce n'est pas tolérable. C'est un très mauvais signe pour nos armées. Christian Cambron, est-ce qu'il faut craindre des conséquences sur les hommes, sur le matériel, sur la sécurité ? Oui, parce que cette loi de programmation militaire a donné une grande espérance à nos militaires. Ils ont compris qu'ils allaient recevoir des matériels nouveaux, qu'on allait sécuriser leurs conditions militaires. Et donc, si on commence à grignoter ce qui leur a été consenti, je pense que ça va agir sur leur morale, oui, très certainement. Un autre sujet dans l'actualité, Christian Cambron, le Forum pour la paix qui démarre dimanche, grande manifestation qui démarre dimanche à Paris, 80 chefs d'État conviés. L'objectif, c'est de relancer le multilatéralisme. Oui, le multilatéralisme, il est en bien mauvais état. Oui. De reste, j'observe que le président américain a décidé de ne pas participer au Forum pour la paix. C'est déjà pas un très bon signe. Moi, j'approuve cette initiative. Du reste, le président de la République m'a invité à y participer. J'irai bien volontiers. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Vous savez, dans la situation dans laquelle se trouve le monde, on a besoin de dialoguer, on a besoin de se comprendre, on a besoin de parler. Bien évidemment, le multilatéralisme a subi beaucoup d'attaques, puisqu'à l'heure actuelle, on voit des chefs d'État qui font peu de cas du droit international. Est-ce qu'un accord peut être trouvé au-delà, ce que j'ai envie de dire, au-delà des déclarations de bonne intention ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement ? Est-ce qu'un accord, une déclaration commune peut être signée ?
J'espère qu'il y aura une déclaration commune et que ce ne sera pas simplement un rendez-vous de bon aloi en profitant que les gens soient là. Je pense que la France montre là une nouvelle fois qu'elle se bat pour la paix. Et donc là, nous devons tous être derrière l'initiative du président de la République. Un autre sujet dans l'actualité, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que vous êtes, je le rappelle, un président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et des Forces armées au Sénat. L'itinérance mémorielle du chef de l'État d'Emmanuel Macron au 3e jour de son déplacement. Emmanuel Macron a rendu hommage au soldat qu'a été le maréchal Pétain, l'action du maréchal Pétain pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il était opportun de faire cela ? Alors vous savez, dès qu'on parle du maréchal Pétain, ce personnage plus que controversé dans notre histoire, immédiatement les polémiques démarrent et ça n'a pas manqué. Je crois personnellement qu'il y a eu une maladresse. L'état-major des armées voulait rendre hommage aux maréchaux qui sont aux Invalides. Le maréchal Pétain n'est pas aux Invalides, il est enterré à l'Île-Dieu. La vérité, c'est qu'en fait, il y a deux vérités. Il y a une vérité historique et une vérité mémorielle. La vérité historique, le président Macron dit exactement la vérité, ce qu'a dit le général de Gaulle. Je rappelle ce qu'il dit, le général de Gaulle, qui fait fleurir la tombe du maréchal Pétain au 50e anniversaire de Verdun. Et il dit les actes de bravoure du maréchal Pétain ne peuvent pas être ignorés, ne peuvent pas être contestés. Donc la vérité historique, c'est ça. Maintenant, il y a la vérité mémorielle, parce que des événements beaucoup plus graves sont intervenus au cours de la dernière guerre. Les déportations, l'action de la milice, la haute trahison du maréchal Pétain. Et ça, c'est dans la mémoire des Français. C'est précisément ce que dit Christian Cambon. C'est précisément ce que dit François Hollande, ancien chef de l'État. Il dit « L'histoire n'isole pas une étape, fût-elle glorieuse, d'un passé militaire, d'un parcours militaire. » Ça a choqué. Est-ce que c'est une faute qu'a commis Emmanuel Macron ? Je pense que c'est une maladresse d'avoir voulu réexpliquer un épisode d'histoire. Laissons l'histoire aux historiens, ils l'ont fait très bien. Simplement, on connaît les deux faces, j'allais dire, du personnage Pétain, et il faut tenir compte des faits les plus récents qui, malheureusement, sont encore dans notre mémoire. Christian Cambon, vous revenez d'un déplacement au Liban. Vous avez visité un déplacement important, vous avez visité à la frontière des camps de réfugiés syriens. Le Liban, c'est un pays, je le rappelle, qui compte 1,5 million de réfugiés pour 4,5 millions d'habitants. Donc il faut bien qu'on réalise ce que c'est. La question migratoire, le drame migratoire, c'est au niveau européen et uniquement au niveau européen qu'il va se résoudre ? Alors déjà, en ce qui concerne les réfugiés au Liban, c'est tous ces gens qui sont d'une grande dignité, alors qu'ils vivent avec moins de $100 par mois. Ils ne demandent pas à venir en Europe, ceux-là. Ils demandent simplement à retourner en Syrie. Moi, ceux que j'ai rencontrés demandent à retourner à Idlib. Simplement, pour retourner à Idlib, il faut que les conditions de sécurité soient assurées. En revanche, je pense que sur les flots migratoires qui frappent l'Europe, il est absolument nécessaire que ce problème soit réglé au niveau européen. Or, au sein de l'Europe, il y a des pays qui prennent les avantages de l'Europe et qui ne veulent pas en assumer les règles. Donc je crois que le plus rapidement possible, il faut refonder cette politique d'immigration. C'est ce que les gens attendent. Les gens, ils n'attendent pas simplement de la réglementation de l'Europe. Ils veulent aussi que les vrais problèmes, sécurité, chômage, migration, soient effectivement résolus par l'Europe. Et il n'y a que dans ce cadre que les choses peuvent être organisées. Christian Cambon, un mois après l'assassinat barbare du journaliste, du dissident saoudien Jamal Khashoggi, tous les regards bien sûr se tournent vers Riyad, vers le prince héritier Mohammed Ben Salman. L'Allemagne a suspendu ses ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Est-ce que la France devrait faire la même chose ? Je ne le pense pas. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Et c'est pas parce que M. Khashoggi a été assassiné dans des conditions épouvantables que le problème des ventes d'armes se confond. Les problèmes ne sont pas les mêmes pour l'Allemagne et pour la France, c'est ça que vous voulez dire ? C'est une mesure qui a été prise par l'Allemagne, parce que du reste, l'Allemagne vend très très peu d'armes à l'Arabie saoudite. Donc c'est un effet de communication qui a été lancé, parce que, vous savez, la coalition allemande n'est pas d'accord sur les ventes d'armes. Je rappelle que Riyad, justement, faut être précis, c'est le deuxième client de la France en vente d'armes, avec des commandes qui totalisent pour notre pays 10 milliards d'euros sur la dernière décennie. Oui, enfin, ça dépend comment on voit les statistiques, parce que de nombreuses statistiques montrent que la France est 4e ou 5e, y compris derrière l'Italie et l'Espagne, bien loin évidemment derrière l'Angleterre et les États-Unis. L'Angleterre qui vend 10 fois plus d'armes à l'Arabie saoudite que nous en vendons. Mais si vous voulez, le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Ça, c'est un effet immédiat que l'émotion de cet horrible attentat a créé. Le problème des ventes d'armes est un problème beaucoup plus important. La France fabrique des armes depuis très longtemps. On commémore la Première Guerre mondiale. On fabriquait déjà des Spad, on fabriquait déjà des tanks Renault. Et pour fabriquer des armes, il faut pouvoir en vendre, parce
parce que sinon, ça coûte trop cher. Et deuxièmement, c'est un facteur d'autonomie et d'indépendance et de souveraineté pour notre propre pays. Nous fabriquons des armes et ces armes, elles sont vendues. Mais elles ne sont pas vendues comme ça, au petit bonheur la chance. Elles sont vendues à la suite d'un examen excessivement précis et précautionneux de la commission interministérielle qui autorise les ventes d'armes et qui est une commission pluridisciplinaire qui examine cas par cas et qui respecte les 8 critères du traité européen de 2008. Mais pourtant, Christian Cambon, j'insiste sur ce point-là, même le Parlement européen a lancé un appel, il se dit favorable à un embargo sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite dans le cas du conflit au Yémen et qui vise notamment bien sûr à condamner l'assassinat de Jamal Khashoggi. Donc même le Parlement européen lance cet appel-là. Là, ce que nous demandons au titre du Parlement, c'est qu'effectivement, nous obtenions plus de renseignements sur les activités militaires de l'Arabie Saoudite au Yémen. La ministre a dit qu'il n'y a pas d'armes récemment vendues à l'Arabie Saoudite qui servent contre le Yémen. Moi, je ne peux pas me permettre, vous l'imaginez bien, d'envoyer des sénateurs au Yémen dans un conflit excessivement dangereux pour repérer ce qui est en train de s'y passer. On a des services de renseignement, on a des satellites, donc on a un certain nombre de choses. Donc vous soutenez la position de Paris de continuer à vendre des armes à l'Arabie Saoudite ? Je pense que le problème des ventes d'armes ne peut pas être réglé dans un contexte d'émotion suscité par cet assassinat épouvantable. Je pense que les ventes d'armes sont nécessaires à l'autonomie et à l'indépendance de la France, car on ne peut pas fabriquer pour nous seuls des armements, et si on n'en fabriquait plus du tout, de toute façon, il faudrait les acheter quelque part. En revanche, je pense que le contrôle parlementaire pourra peut-être aller plus loin pour faire en sorte de mieux comprendre, de mieux saisir comment les critères s'appliquent, parce que bien évidemment, nous n'avons aucune intention de vendre des armes qui servent à battre les populations des pays en question. Très bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Christian Cambon. Merci d'avoir été notre invité. Vous revenez du Liban, vous avez dit le soutien aux chrétiens d'Orient. C'est quelque chose qui continue de vous préoccuper ou pas ? Très important. Et je pense que l'une des missions qui était la nôtre était justement de manifester notre soutien aux chrétiens d'Orient. Vous avez vu encore en Égypte, les Coptes ont encore payé un prix très cher. Et au Liban, ce que nous ne voulons pas, c'est que le Liban soit le théâtre de confrontation des grands voisins et que normalement ce soit les chrétiens qui n'en peuvent mais qui portent les conséquences de ces conflits. Merci Christian Cambon, sénateur LR du Val-de-Marne, de retour du Liban aussi également. Merci, on passe à l'agenda, Saveria, dans un instant. Quel est le programme, Saveria, vous qui suivez l'agenda au Sénat ? Alors à l'agenda du Sénat, la semaine prochaine, il faudra suivre lundi dès 16h le projet de loi de finances pour la sécurité sociale pour 2019. Examen donc du budget de la Sécu en séance publique. Mardi après-midi, une audition importante à suivre. Christophe Castaner et Laurent Nunez sur le budget 2019. Audition devant la commission des lois. Et puis mercredi après-midi, autre audition importante, toujours dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, l'audition de Jacqueline Gouraud et de Sébastien Lecornu, toujours devant la commission des lois. Voilà, Jacqueline Gouraud et Sébastien Lecornu qui sont devant l'Assemblée des départements de France, comme on l'a vu tout à l'heure, avec Oriane Mancini, aujourd'hui à Rennes. On passe tout de suite à l'œil de... de Samia de Chir, dont on a le plaisir souvent de diffuser des reportages dans le JT des Territoires dans cette émission. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Samia de Chir, journaliste à Public Sénat. Bonjour Samia de Chir. Vous revenez tout juste de l'Est de la France. Vous avez suivi en partie la fameuse itinérance mémorielle du chef de l'État qui a débuté dimanche à Strasbourg. Cette itinérance mémorielle, c'était aussi le moyen pour le chef de l'État de renouer, c'était en tout cas l'objectif de renouer avec les Français, d'aller à la rencontre des Français. Est-ce que ça a fonctionné ? Ça a en tout cas très mal démarré. Le lundi, le premier jour de son itinérance mémorielle, le président a passé l'après-midi à Pont-à-Mousson. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville de Meurthe-et-Moselle située entre Metz et Nancy. Il était attendu sur la place de la mairie. L'occasion donc d'aller à la rencontre des Français et de tenter justement, comme vous le disiez, de renouer le lien avec les Français. Sauf qu'il n'y avait pas grand monde pour l'accueillir parce que cette place de la mairie était totalement verrouillée par les forces de sécurité. Et donc pour les habitants comme pour les journalistes, c'était très compliqué d'y accéder. Et pour les quelques personnes qui ont pu y accéder, elles nous ont dit qu'elles étaient très déçues parce qu'elles ont attendu plusieurs heures et Emmanuel Macron n'est pas du tout venu leur parler. C'est des critiques qui ont dû probablement revenir à son oreille puisque justement les jours suivants, il s'est beaucoup plus prêté au jeu du bain de foule et ça s'est pas forcément très bien passé puisqu'il a été interpellé quasiment à chaque fois, même parfois assez vivement sur la hausse du prix des carburants. Donc pour ce qui était de renouer le lien avec les Français, ça s'avérait quand même plus compliqué que prévu pour le président. Alors l'autre objectif de ce déplacement
pendant plusieurs jours, c'est également de renouer le contact, le lien avec les élus locaux. Et là, est-ce que ça a mieux marché ? En tout cas, il a essayé, puisqu'il a passé beaucoup de temps avec eux, plus de 3 heures en mairie à Pont-à-Mousson, plus de 3 heures également à Charleville-Mézières. C'est pas négligeable dans un planning avec des journées qui étaient déjà très chargées. Et donc, il a pris le temps d'écouter leurs doléances, et ça a été apprécié par les élus locaux de ces territoires en difficulté, qui lui ont fait passer un message, c'est qu'ils ont besoin plus qu'ailleurs d'une aide financière de l'État pour essayer de réduire l'écart entre cette France périphérique à laquelle ils ont le sentiment d'appartenir et la France des métropoles. Et je vous propose d'écouter à ce propos Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières, qu'on a pu interroger mercredi juste après sa rencontre avec le président. Nous sommes les plus pauvres des collectivités. On a vraiment besoin, c'est le message que plusieurs de mes collègues nous lui ont fait passer, on a vraiment besoin qu'il y ait une redistribution des ressources entre les collectivités. On ne peut plus continuer comme ça. Le potentiel fiscal d'un Carolo-Massérien, il est de 600 €, d'un Parisien, il est de plus de 2000. Il y a des écarts de richesse considérables et ça nous pénalise, ça ne nous donne pas les capacités de rebond. Et je crois que le message a été entendu. Voilà, alors le message a été entendu, mais est-ce qu'il y a eu des annonces concrètes ? Non, en réalité, il n'y a eu aucune annonce. Et d'ailleurs, le jeudi, le lendemain de la visite d'Emmanuel Macron à Charleville-Mézières, le journal local L'Ardennais disait clairement que le président n'avait assuré qu'un service minimum, puisqu'il n'y a eu aucun fonds débloqué pour la région. Le président aurait pourtant pu faire une annonce concernant par exemple le plan Ardennes 2022, très attendu par les acteurs locaux. Le plan Ardennes 2022, c'est en quelque sorte un dispositif financier, un plan d'action de l'État pour aider le territoire à être plus attractif. Il y a plus de 500 acteurs locaux qui ont travaillé dessus depuis des mois pour faire des propositions, sauf qu'à l'issue de cette visite présidentielle, on ne sait toujours pas lesquelles vont être retenues et surtout, on ne connaît toujours pas le montant de l'enveloppe financière qui va être débloquée pour les financer. Donc au final, le chef de l'État a vraiment passé beaucoup de temps, c'est vrai, avec les élus locaux, mais sans rien annoncer pour les territoires. C'est ce qu'on peut appeler de la calinothérapie. Voilà, la calinothérapie. Merci beaucoup Samia, merci pour cet éclairage. Calinothérapie, pour le matin, on le retiendra. Merci Samia Dechir, journaliste à Public Sénat, pour cet œil de aujourd'hui. Merci, on passe tout de suite à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale, dans un tout petit instant. Un bras de fer à la une de Ouest France, un bras de fer dont on parle beaucoup et qui persiste depuis plusieurs jours. Le bras de fer entre l'État et les élus locaux. Hier, à l'ADF, les élus ont signé l'accord de Rennes pour relancer la décentralisation. En attendant, le compte n'y est pas. C'est ce qu'écrit Stéphane Vernet dans son édito. Les 2 rallonges budgétaires annoncées par le gouvernement ne sont pas suffisantes. C'est un acompte pour Dominique Bussereau, le président de l'ADF, depuis la quasi-rupture entre l'État et les collectivités lors du congrès des régions fin septembre à Marseille. Emmanuel Macron a souhaité renouer le dialogue avec les territoires, mais les présidents des conseils départementaux veulent désormais des propositions rapides et concrètes de l'exécutif, notamment pour compenser le coût pour les départements des aides sociales et de l'accueil des migrants mineurs. Et puis ça chauffe pour Jean-Claude Gaudin. Il se défend à la une de la Marseillaise après 4 jours de silence. 4 jours de silence, 4 jours aux abonnés absents. Hier, Jean-Claude Gaudin est enfin sorti de sa réserve pour se défendre après le drame de la rue d'Aubagne et des immeubles effondrés où plusieurs personnes ont péri sous les décombres. Et si ce drame était la conséquence de défaillance de la municipalité, l'hypothèse est avancée par plusieurs habitants de Noailles, non sans colère. En effet, l'un des immeubles qui s'est aujourd'hui effondré, le 63 rue d'Aubagne, appartenait depuis l'année dernière à Marseille Habitat. Marseille Habitat, c'est l'office HLM de la ville de Marseille, la ville qui avait pris un arrêté de péril grave et imminent sur cet immeuble en septembre 2005, un arrêté qui a été levé 1 an plus tard, en 2006. Puis Emmanuel Macron, on l'a vu ce matin au cours de cette émission, est sur tous les fronts et il est à la une de la Voix du Nord avec ce dernier jour d'itinérance mémorielle. Voilà, dernier jour de l'itinérance mémorielle du chef de l'État aujourd'hui, un parcours imaginé pour célébrer le centenaire, on le sait, de la fin de la Première Guerre mondiale, un parcours heurté, télescopé chaque jour par des polémiques. La Voix du Nord qui revient sur la journée d'hier, justement dans le Nord, avec notamment un déplacement à Maubeuge, mais également à Notre-Dame-de-Lorette. Voilà, qui est derrière le mouvement des Gilets jaunes, se demande la République des Pyrénées ce matin. Les Gilets jaunes, ils appellent à un massif blocage important du pays dans une semaine, le 17 novembre. Ces automobilistes qui protestent contre la hausse du prix du carburant, une inégalité territoriale selon eux. Les appels à manifester se multiplient à Pau,
notamment et dans tout le département via les réseaux sociaux qui se cachent derrière ce mouvement, c'est-à-dire donc dans la République des Pyrénées. Et puis, pour terminer, la presse de la Manche, la lutte contre la pauvreté et le Secours catholique. Le Secours catholique qui publie son rapport sur l'état de la pauvreté en France, dans le département de la Manche. Il y a un besoin spécifique d'écoute et de lutte contre l'isolement, ce que fait justement notamment le Secours catholique via des ateliers. Voilà, il faut les soutenir. Merci beaucoup Saveria. On va passer tout de suite à la météo des territoires sur le canal 13 de la TNT. La seule météo avec aussi les territoires français d'Amérique, du Pacifique, de l'océan Indien et des Caraïbes, à ne pas manquer. Et puis le Zap Matin de Christophe Combario. On revient sur ce qui s'est passé dans les autres émissions politiques hier soir et ce matin. Merci, bon week-end, à lundi. Bon week-end, très bonne journée. Au revoir Saveria, à lundi. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Le président de la République a dû se soumettre pendant quelques minutes à une petite explication de texte historique. Et donc, j'ai simplement dit, on n'efface pas l'histoire. On n'est pas les procureurs de l'histoire. Ensuite, il n'a jamais été question de l'honorer individuellement. C'est une bonne chose que le président de la République ait renoncé en effet à cet hommage. Parce qu'il n'était pas le bienvenu, cet hommage. Il n'était absolument pas le bienvenu. Cher Thierry, cher Mouna, bonjour monsieur, vous n'êtes pas apparemment majoritaire. Je vais... Aujourd'hui, vous donne d'une main et vous le reprenez dans notre... Alors, je vais vous expliquer que non. Face à lui, dans cette usine Renault ce matin, un salarié du syndicat Sud. Moi, je suis en colère parce que pour moi, monsieur Macron n'a rien à faire ici. Monsieur Macron est un opportuniste. On n'est pas là pour faire le show. On est là ensemble pour essayer de réussir. On est d'accord ? Donc, c'est... Les salariés ici, ça fait 40 ans, ils ont réussi sans... Mais monsieur... Il y a beaucoup, ça part un peu dans tous les sens. Alors pour le coup, Emmanuel Macron qui fait beaucoup de com', je parlais de l'expression itinérance mémorielle, là je crois qu'il y a beaucoup de couacs dans cette expression de communication. C'est pas vraiment une itinérance, on est plutôt dans l'errance parce que ça ressemble plus à grand chose ce déplacement. En fait, il n'est pas en capacité aujourd'hui de commémorer correctement parce que la politique qu'il mène et qui est un échec le rattrape chaque jour. Réunion de crise à Bercy cet après-midi autour des prix du pétrole. Les distributeurs ont été convoqués par le ministre de l'économie. Il s'agit de mettre fin à une bizarrerie. Quand le cours de baril de brut baisse, les prix à la pompe, eux, ne baissent pas, ou alors plus tard. L'engagement a été pris par l'ensemble des distributeurs de répercuter la baisse des prix du pétrole au jour le jour sur les prix à la pompe. C'est trop lourd pour mon budget. Ça, je l'entends. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement et au Parlement de trouver une solution pour que les gens les plus modestes puissent mieux se chauffer et puis pour que les ménages, dans ce moment, quand on passe un certain niveau de prix du carburant, on les accompagne et donc qu'il y ait une aide qui soit versée. Je regrette beaucoup qu'on ait mélangé les genres et je regrette beaucoup que le président de la République n'ait pas, en réalité, concentré son seul message sur la réunion de la nation autour de ce que fut cette tragédie de la Première Guerre mondiale et le mélanger avec l'actualité était à mon sens une véritable erreur.